quand on commence une conférence, et encore plus un cycle de conférences, c'est vraiment un moment crucial, parce que c'est un moment de choix, c'est un moment dans lequel la multiplicité des possibles s'offre à soi et il faut choisir. Donc je suis à ce moment-là, sauf que j'y étais plutôt il y a quelques jours quand j'essayais de préparer cette conférence. Et en fait, la difficulté est de dire plusieurs choses, pas trop, quelques-unes des choses que l'on a à dire, et pas toutes celles que l'on a à dire. Alors j'ai choisi un mode d'attaque que ne reflète pas tout à fait le titre « La matière des Grecs à Einstein ». C'est-à-dire que je n'ai pas fait, comme j'en avais eu l'intention dans un premier temps, la matière jusqu'en 1600, de 1600 à 1800 et de 1800 à 1900 et quelques, donc pour finir avec Einstein. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est fastidieux. Et ensuite parce que ce que je pense de la matière, c'est que ce n'est pas à proprement un concept physique, de la physique. C'est un concept qui naît en même temps que la philosophie et la physique naissent ensemble. Alors, je vais donc m'expliquer là-dessus. Et dans la mesure où la matière est un concept qui est repris à la fois par la philosophie et la physique, et d'ailleurs aussi, je tenterai d'élargir un peu le point de vue, la littérature, la politique, etc. Mais je ne voudrais pas me perdre justement trop dans les à-côtés. J'insisterai surtout, en particulier dans cette première partie, cette première conférence, sur les questions que pose la matière. Pas tellement les solutions qui ont été apportées à ces questions, j'en parlerai évidemment. La physique est une science positive, donc à un moment donné répond de façon positive aux questions qu'elle se pose, mais on sait bien qu'ensuite elle se les repose, que ce n'est qu'une manière de les poser différemment par la suite. Et par conséquent, je vais essayer aujourd'hui de trouver un certain nombre de questions qui sont à la fois philosophiques et physiques, qui se dégage quand on étudie la matière. Alors, aux origines de la science occidentale, c'est-à-dire de la nôtre et de celle du monde. Je fais tout de suite une première mise au point. Je ne contesterai pas l'idée qu'il y ait une filiation entre la science grecque et la science post-galiléenne, la physique post-galiléenne, qui est celle sur laquelle nous vivons et sur laquelle repose la mondialisation technique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a certainement des choses très intéressantes que d'ailleurs je ne connais pas dans la philosophie hindoue, dans la philosophie japonaise, chinoise, des Mayas, etc. Et dans leurs théories qui ne sont pas forcément des théories physiques, c'est une chose qui est difficile à déterminer, en tout cas cosmologique. Et de ça, je pars de l'idée qui me semble justifiée et qui n'est pas simplement un effet de l'européocentrisme, que Galilée et les gens qui l'ont suivi entre Florence et Oxford, on dit souvent que c'est le berceau de la science moderne, eh bien ces gens-là n'avaient aucune idée de ce qui se passait en Inde, en Chine, au Mexique, etc. Et par conséquent, je retiens comme quelque chose d'à peu près assuré qu'il y a une filiation entre la science grecque et la science telle que nous la connaissons. Filiation qui ne reste pas uniquement à l'intérieur du cadre européen strict, qui passe par les diverses traductions effectuées à Bagdad, à Jérusalem, etc., mais qui quand même reste à l'intérieur d'une même origine, qui est la physique et la philosophie grecque. Bon.
Alors, avant d'aborder complètement ce sujet, donc mon but aujourd'hui, c'est de dégager un certain nombre de problèmes qui se posent quand on examine comment la philosophie et la physique grecque et leurs successeurs, à travers diverses traductions qui en sont souvent des modifications, comment ils se sont de faire apparaître un certain nombre de questions dont Galilée et la science moderne ont hérité, et auxquelles d'ailleurs, pour la plupart, il n'y a toujours pas de réponse. Alors, la seconde partie, donc la semaine prochaine, je compte, mais je ne peux jamais savoir ce que je vais dire avant de l'avoir vraiment pensé, je compte parler de la désubstantialisation de la matière qui va de Galilée à Einstein, disons. Justement, je rejoindrai au bout de la deuxième séance l'époque annoncée comme fin de mes conférences. Et je consacrerai la troisième partie, la troisième séance, donc, à étudier non pas la constitution de la matière, mais les transformations de la matière. C'est-à-dire en fait, ce que, en termes académiques, on appelle la thermodynamique et la mécanique statistique, où les concepts qui sont à l'œuvre sont essentiellement les concepts d'ordre et de désordre. Et là, c'est pareil, je m'arrêterai à Einstein, prenant Einstein comme le bord ultime du continent de la physique classique, laissant à Jean-Marc Lévy-Leblond, qui embrayera ensuite, le soin de voir ce que cette physique classique est devenue, comment elle a été chamboulée, bouleversée, et comment elle est retombée sur ses pieds en tant que physique, justement. Bon. Alors, je disais en commençant que quand on est comme ça au début d'un cycle de conférences, on est un peu effrayé par la multiplicité des points de vue que l'on peut adopter. Et dans le cas de la matière, il est clair que cette multiplicité est gigantesque, voire même cosmique. Et dans ce mot cosmique, je vois mon entrée en matière. Je ne ferai pas beaucoup de jeux de mots sur matière. Il y en a des flopés, il n'y a qu'à prendre le Robert. Bon, je ne me permets que celui-là. Donc, mon entrée en matière, ça sera justement par ce mot, le cosmos, et plus précisément d'ailleurs par la fascination qu'exerce aujourd'hui sur nos contemporains, donc en général des gens qui ont été à l'école, qui sont instruits, et encore plus sur ceux qui sont hyper instruits, c'est-à-dire sur ceux qui pratiquent la physique, hyper instruits dans ce domaine, fascination qu'exercent les trous noirs. Les trous noirs, c'est ce genre d'expression que si vous vous attachez à vous demander s'il va apparaître dans un roman moderne, eh bien vous pouvez être sûr qu'il apparaît dans 80% des cas. C'est comme Einstein d'ailleurs. Ayant travaillé sur Einstein, je m'étais justement dit, mais c'est drôle comme ça apparaît énormément, comme son nom apparaît énormément dans la littérature post-1920. Eh bien, pour Trou Noir, dans la littérature post-70, je crois je n'ai pas lu de roman écrit après ceci, qui n'emploie l'expression trou noir à bon ou à mauvais escient, ça n'a aucune importance, mais l'existence des trous noirs est quelque chose qui nous fascine. Et quand on y réfléchit, l'existence des trous noirs nous fascine pour une raison qui est bien simple, c'est que les trous noirs, alors, d'abord, les trous noirs, c'est quelque chose qui a été inventé. C'est comme dirait Einstein, une pure élaboration de l'esprit. Avant que on ait des confirmations, des évidences, comme disent les anglo-saxons, des confirmations observationnelles, on ne peut pas parler d'expérience dans ce cas-là, de plus en plus contraignantes, et qui font que les trous noirs nous apparaissent comme quelque chose qu'on va découvrir demain, peut-être après-demain, dans 50 ans, etc. On peut se tromper, mais ça apparaît comme quelque chose qui a été conçu par l'esprit des physiciens, c'est pas la seule chose, hein, et qui ensuite, on en a fait l'observation. Bon, donc, les trous noirs,
Donc vous savez que ce sont des concentrations de matière dans l'univers qui sont telles que tout ce qui passe au voisinage d'un trou noir est absorbé, happé, disparaît totalement, y compris la lumière étant évidemment ce qu'il y a de plus léger, de moins matériel. Je prends les choses les termes dans leur sens le plus usuel. Eh bien, je crois que ce qui fascine dans les trous noirs, c'est l'idée qu'on puisse se débarrasser définitivement de la matière. Car la matière, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment un embarras. C'est pas un embarras intellectuel, c'est quelque chose qui nous gêne, qui nous embarrasse, qui nous encombre. Il n'y a qu'à voir justement toutes les discussions qu'il y a à propos de l'élimination des déchets nucléaires. Voilà quelque chose justement de très matériel dont on ne peut pas se débarrasser. Eh bien, la matière, c'est justement ce dont on ne peut pas se débarrasser, sauf en l'envoyant dans un trou noir où elle disparaîtra. Dieu sait où, mais où en tout cas on n'en entendra plus parler parce que nous on sera à l'extérieur du trou noir et elle sera à l'intérieur. Donc la matière, je crois que en 2003, eh bien dans notre vie courante nous l'abordons par les déchets. Il s'agit d'évacuer, il s'agit de s'en débarrasser, il s'agit de faire table rase, il s'agit de faire le vide et ça devient même assez violent. Et d'ailleurs dans le concept de trou noir en lui-même est quelque chose d'extrêmement violent. Alors, pourquoi? Eh bien, je retrouve là justement une des qualités que l'on prête, ou des propriétés que l'on prête à la matière, qui est sa permanence. Et sa permanence, on peut dire que nous en sommes arrivés avec notre civilisation actuelle, avec ces cimetières de voitures et ces déchets vitrifiés que personne n'ose toucher et qu'on ne pourra pas toucher avant 4000 ans, ou je ne sais trop quoi, ou 300 ans, mais enfin ça suffit. Eh bien, nous en sommes là. Elle nous encombre parce que elle est permanente. Donc, déjà, je vois point d'une première idée, c'est que la matière appelle le vide. En tout cas, elle appelle le désir du vide. Bien. Mais par ailleurs, si je continue à réfléchir comme ça au Café du Commerce, je me dis que des cimetières, il n'y en a pas que de voitures, il y en a aussi d'humains qui d'ailleurs posent le même problème. Il faut vider périodiquement les cimetières pour faire je ne sais trop quoi d'ailleurs avec les restes pour faire de la place pour les suivants. Et là encore, on a ce problème de déchets. Or, les cadavres, c'est justement la matière des gens, la matière des vivants. C'est ceux qui restent quand, quand certains diront leur âme est partie, ou en tout cas quand le sang ne circule plus. Et qui dit vivant dit souffrant. Et qui dit souffrant dit résistant. Et ceci m'amène à une deuxième caractéristique de la matière, dont j'aurai surtout à parler la fois prochaine, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire des sciences, que cette deuxième qualité de résistance ne soit apparue que aussi tard, c'est-à-dire qu'elle ne figure pratiquement pas, je vous citerai une exception, dans les textes grecs ou de la tradition arabe ou du Moyen-Âge, repris en général d'Aristote. Cette qualité de résistance, pour un physicien d'aujourd'hui, elle est tout aussi importante que la qualité de permanence. Et donc c'est sur permanence-résistance que je définirai, peut-être de façon arbitraire, mais en tout cas ça me permet de commencer justement, comme les deux qualités essentielles de la matière, c'est par elles que je voudrais commencer. Et à ce sujet, puis ensuite j'abandonnerai ce genre de considérations non positives, non scientifiques, je voudrais vous montrer un schéma que j'ai trouvé, chez Primo Levi. Il y a une vingtaine d'années à peu près, un éditeur italien a demandé à des auteurs italiens de constituer pour publication des anthologies personnelles, c'est-à-dire des livres, des textes qui avaient compté pour eux.
Alors, à ma connaissance, il n'y a que Primo Levi et Italo Calvino qui aient réalisé ça, mais bon, je ne suis pas une spécialiste de la littérature actuelle italienne. En tout cas, Primo Levi, lui, il a écrit un livre qui s'appelle À la recherche des racines, en français, et qui n'est pas tellement une recherche des racines, d'ailleurs, comme vous allez le voir, parce qu'il se présente comme précédé d'un schéma que je vais vous montrer maintenant et qui a un rapport avec ce que je vais vous dire. D'ailleurs, c'est pas très étonnant. Primo Levi, c'était un expert en matière de matière. Il était chimiste, comme chacun sait, et c'est aussi un expert en matière de souffrance, comme chacun sait également. Est-ce que je peux avoir le... Là? C'est bon? Je peux y aller? Ah bon. Alors, voici le schéma de Primo Levi. Ça se présente sous comme une espèce de faisceau. En haut, là, à un des points du faisceau, il y a Job. Ah, pardon, je me trompe de crayon. Job, sur son tas de fumier, encore les déchets, comme chacun sait, c'est-à-dire dans le comble du désespoir parce qu'il n'est pas aimé, il est pauvre, etc. En tout cas, il a du malheur dont il n'est pas responsable. Et c'est en parlant des trous noirs que l'idée m'est venue de vous présenter ce schéma. Eh bien, la fin, c'est les trous noirs. Alors, il y a dans l'anthologie de Primo Levi. C'est trop bas? Oui. Attendez, je vais recommencer. Donc, Job, et ici, donc, il y a marqué trou noir. Les trous noirs, à l'époque où Primo Levi écrit ce texte, c'est une découverte, ou en tout cas c'est une intuition relativement récente, et dans l'anthologie en question, il y a un texte extrait du Scientific American, écrit d'ailleurs par un des astrophysiciens les plus éminents des années 70, sur les trous noirs. Et le schéma se poursuit de la façon suivante. Il y a 4 voies qui sont dessinées, qui sont, dit-il, les voies de la résistance au malheur. Résistance au malheur qui, bon, on peut considérer que les trous noirs, je disais tout à l'heure que c'est une aubaine, ça pourrait nous débarrasser de tous les déchets et de la permanence de la matière, mais c'est aussi le comble du malheur, c'est la disparition totale. Donc, entre l'absorption totale de la matière et l'insupportable odeur ainsi que contact de la matière que connaît Job, eh bien, il y a, pour aller d'un chemin à un autre, il y a 4 voies qui permettent de résister à cette permanence de la matière qui est en même temps une souffrance à laquelle est associé le concept de résistance. Alors, je vais très vite. Là, maintenant, il y a la connaissance. Évidemment, ça, c'est souverain contre le malheur, à condition que le malheur soit pas trop grand. Il y a la connaissance. Il y a l'ironie. Même remarque, c'est souverain contre le malheur, à condition que le malheur ne soit pas trop grand. Et puis, il reste la résistance stoïque, donc le stoïcisme. Alors là, il paraît que même pour les malheurs très grands, ça permet de résister. Et il y a la stature, je ne sais pas très bien quel est le mot en italien, mais c'est traduit par stature, qui est en somme le panache, la résistance la résistance qui consiste à ne pas faire attention finalement, ou en tout cas à serrer les dents et à être sûr qu'on va arriver au bout. Évidemment, les textes par exemple sur la stature qui sont mentionnés, il y en a plusieurs qui sont de Conrad, et en particulier Au cœur des ténèbres, qui est justement une voie à travers la souffrance et la résistance.
Bien, alors je laisse tomber ça, c'était pour simplement signaler aussi la tonalité de ce que je vais dire, à savoir que je ne me ferai pas faute de faire des excursions, soit dans la littérature, la peinture, la sculpture, etc., au cours de tout ceci, car, encore une fois, la matière, c'est tellement fondamental qu'on la trouve partout, au point que, justement, elle nous encombre énormément. Donc, je commence tout de suite. Et je vais faire ça, comme je vous l'ai annoncé, en essayant d'établir un parcours qui sera plein d'oubli, volontaire ou involontaire, à travers, allant des débuts de la science grecque. Alors c'est pareil, même remarque à propos du fait que j'admets comme allant de soi la filiation des Grecs à nos jours, en matière de science. Je sais qu'il a existé des civilisations avant la Grèce. Il y a même un livre récemment paru, enfin pas récemment, il y a une dizaine d'années, paru aux États-Unis qui s'appelle Black Athena, qui a fait beaucoup de bruit parce que l'auteur y soutient que ce ne sont pas les Grecs qui ont inventé la philosophie et la science, mais que ça existait déjà au Moyen-Orient, en particulier en Égypte. Donc je prends les choses à ce début, qui n'en est peut-être pas un, qui sont les débuts de la science grecque. Et les premiers dont on puisse... Alors, je vais diviser ceci, en fait, en 3 parties. Attendez, 3 ou 2 Non, je vais diviser mon exposé maintenant en 2 parties. Je vais commencer par étudier ce qu'on appelle les présocratiques. Alors, ça veut dire avant 450, grosso modo, avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, après Socrate, c'est-à-dire essentiellement Platon et Aristote surtout, car on ne saurait trop dire, et d'ailleurs tous les développements de la science la plus récente des 20 dernières années le montrent, à quel point que Aristote doit être rangé parmi les physiciens. Qu'il y ait eu autre chose, une autre activité à côté, c'est possible, mais c'est un physicien au même titre qu'Einstein. Donc, je commence par les présocratiques et par leur début supposé, qui est en général référé à l'école de Milet, et qui est personnalisé, donc qui se situe au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est personnalisé par les noms de Thalès, Anaximandre, Thalès comme le théorème de Thalès, Anaximandre dont on parle beaucoup quand on fait un exposé supposé historique de l'idée de relativité, et Anaximène. Alors, ce qui caractérise, d'après les gens qui ont étudié cette période, ces 3 personnages et ceux qui les ont entourés, c'est que ce sont des physiciens. C'est-à-dire, en somme, que la physique, et je vais dire en quoi je l'entends, la physique a préexisté à la philosophie. Car à l'époque, il n'y a pas encore ce que plus tard on pourra appeler la philosophie. Et leur objectif, c'est d'établir une enquête sur la nature. Alors, le mot enquête, je ne sais pas d'où il vient en grec, mais le fait est qu'il est repris dans tous les livres érudits en français, en anglais et en allemand, avec des traductions correspondantes, et après tout, il dit assez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à expliquer des phénomènes, soit de façon locale, soit par l'intervention de puissances divines, c'est quand même la première chose qui vient à l'esprit. Eh bien, les physiciens de l'école de Milet, eux, se sont délibérément proposés de faire une enquête sur la nature, c'est-à-dire de dire quelque chose sur la nature uniquement par le raisonnement et l'observation. Alors, on verra que c'est surtout par le raisonnement que l'observation, je ne parle même pas d'expérimentation, est quelque chose qui aura beaucoup de mal à émerger
au sein de la science grecque. Encore une fois, je ne sais pas, peut-être que l'idée d'expérimentation a émergé dans d'autres civilisations qui ont ensuite dû s'adapter à la science occidentale bien avant. Mais en tout cas, dans la science grecque, c'est un trait général que l'expérimentation n'existe pratiquement pas. Et quant à l'observation, elle est tantôt totalement dépréciée et tantôt paternellement introduite à côté du raisonnement comme moyen d'investigation. Donc, ils entreprennent une enquête sur la nature. Alors, il y a ici évidemment des termes qui sont très gênants parce que ce sont des intraduisibles. Alors, les intraduisibles, ça ne veut pas dire qu'on ne les traduise pas, mais ça veut dire qu'on ne cesse de les traduire, qu'on n'est jamais content de la manière dont on les traduit. Alors, la nature, en grec, c'est physis. C'est du moins ce que l'on dit, ou plus exactement, la traduction en français de physis, c'est nature. Mais par ailleurs, la physique, c'est le QUE à la fin, c'est comme logique, mathématique, etc. C'est la science de la nature, ou le langage sur la nature, plus exactement. Donc, entre la physique qui étudie la nature et la nature elle-même, il y a des confusions possibles dans les termes utilisés par les Grecs et dont on n'arrive jamais à se débarrasser parce que justement ce sont des confusions que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, mais ce sont des superpositions, pour ne pas dire des confusions justement, qui pour nous semblent des confusions, mais qui ne sont que des superpositions. Alors, ce qui est remarquable dans l'école milésienne, c'est qu'il décrète en somme que non seulement tout est connaissable, mais le tout est connaissable. Je disais tout à l'heure, ils ne se contentent pas d'explications locales. En effet, ils veulent expliquer l'univers. Et ça, c'est radicalement nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est radicalement nouveau par rapport à ces civilisations dont parle le Black Athéna ou par rapport à d'autres civilisations moyen-orientales ou assyriennes, mais en tout cas, dans l'univers grec, c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc, il s'agit d'étudier toutes les choses et d'affirmer que le tout est connaissable en tant que tout. Ce qui revient, pour la première fois, à affirmer l'unité de la nature aussi. Grand thème qui va courir d'un bout à l'autre jusqu'à Einstein dans l'histoire de la physique et dont nous ne sommes toujours pas sortis, car il va de soi aujourd'hui il semble aller de soi aujourd'hui parmi les physiciens que la nature doit être unique. C'est-à-dire qu'il y ait une unité de la nature, c'est ce qu'Einstein n'a cessé de poursuivre et ça lui a été de façon très heureuse. Mais quand on en est à dire maintenant qu'on est en train de chercher une theory of everything, ce qui fait T-O-E, donc to, avec l'accent, c'est-à-dire une théorie de tout donc, eh bien, on peut se demander au nom de quoi? Eh bien, l'idée d'unité de la nature, elle commence là. Et dans cette enquête, justement, comme je disais, les moyens qu'ils s'accordent sont entièrement laïques d'une certaine façon. Alors, là aussi, il faut faire attention aux anachronismes. En tout cas, ils ne veulent pas avoir recours à des explications faisant intervenir une divinité. Donc uniquement par le raisonnement et l'observation. Et la théorie à laquelle ils aboutissent, qui est très primitive, c'est qu'il existe une substance primordiale. Une substance primordiale, ça va bien d'ailleurs avec l'idée d'une unité, c'est-à-dire c'est une substance dont tout soit fait. Quand on dit, vous savez, en anglais, la chanson What Are Little Girls Made Of, eh bien, pour Thalès, Anaximandre et Anaximène, eh bien, elles sont faites d'une seule et même chose. Alors, c'est pour Thalès, c'est l'eau. Pour Anaximandre, qui trouve que l'eau c'est quand même trop partiel, que c'est trop difficile de comprendre comment tout peut être fait à partir d'eau. Il dit simplement c'est l'illimité, ce qui d'ailleurs dénote au passage que ce monde est un monde illimité. Et d'ailleurs, c'est presque une règle que les mondes illimités
vont avec des explications dans lesquelles les divinités n'ont pas à intervenir. Et pour Anaximène, c'est un peu plus compliqué, c'est un mélange des deux. Alors, en fait, quand ils disent ça, eh bien, ils disent, par exemple, Thalès, tout est fait d'eau. Il ne croit pas que la chaise sur laquelle il est assis, si jamais il y avait des chaises, est faite d'eau. Mais ce qui lui importe, c'est l'origine des choses. C'est-à-dire que tout vient d'une substance primordiale, première, qui est l'eau. Dire comment on passe de l'eau à la matérialité de la chaise, ça c'est quelque chose on dit en général, c'est une question qui ne se pose pas. Moi je ne pense pas que ça soit si vrai que ça, c'est une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Et ou plus précisément, ils sont totalement orientés dans l'idée d'une origine du monde, une origine des choses qui soit dite en termes faisant totalement l'impasse sur les divinités. C'est ce qu'en termes savants, plus tard, on appellera une philosophie hylozoïste. Alors, hylo, là-dedans, il y a hulé, c'est-à-dire la forme en grec, et donc hylo, quand on parle de hylomorphisme de la matière, l'hylomorphisme de la substance, c'est le fait chez Aristote, je reviendrai plus tard, qu'il y a à la fois une matière hulée et une forme eidos, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, les hylozoïstes, ce sont ceux qui pensent que la matière, alors, il est clair que pour tous ces gens-là, la matière, ça inclut la matière vivante. Que la matière est vivante et que rien n'agit sur elle-même. Autrement dit, elle est là et elle a en elle-même son évolution, ses transformations éventuelles. C'est en somme, Pythagore dit... Le monde se forme à partir de l'eau de la même manière que les alluvions qui embarrassent l'estuaire du Nil se fabriquent à partir de l'eau. Nous dirions par décantation, mais il y a dans les choses elles-mêmes un principe qui leur fait exister comme elles existent. Mais la manière dont on passe de l'eau à autre chose, ça, là, il n'y a pas de réponse. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est un point très important de différence avec le mécanisme des XVIIe et des XVIIIe siècles, qui est l'héritier en ligne directe de tout ça. C'est-à-dire que là, au contraire, il faudra expliquer pourquoi la matière se transforme et même existe. Alors, on peut résumer en somme le défaut de la théorie de Millet, de l'école de Millet, en disant que c'est une théorie, un monde physique, donc de la nature, dans lequel le changement n'est pas pensé. Le changement ne se pose même pas. Alors ceci, ça va être totalement bouleversé et ça, à l'intérieur de la philosophie et de la physique grecque par ce qu'on pourrait considérer comme une véritable explosion qui est celle de la publication de l'écriture du poème de Parménide au Ve siècle. Avant de parler de Parménide et de l'espèce de charnière qu'il représente, c'est-à-dire comment la pensée grecque dont est issue la physique moderne, tout d'un coup se trouve confrontée à un problème monstrueux, eh bien, je voudrais revenir sur cette idée qu'il n'y a pas de changement dans cette physique des premiers temps. Longtemps, comme dirait l'autre, je me suis demandé pourquoi la matière, dans la physique telle que je l'ai apprise, telle que je l'ai enseignée, c'est-à-dire la physique post-galiléenne, pourquoi la matière devait être nécessairement associée à l'idée de mouvement? Pourquoi est-ce que la physique naît à propos du mouvement? C'est quand même quelque chose de très particulier, le mouvement. On aurait compris, la matière, ça c'est quelque chose de général, d'universel, mais le mouvement... Surtout quand on a fait des études qui ont mené jusqu'au dernier développement de la physique, ça devient une catégorie tout à fait particulière. Pourquoi a-t-il fallu que jusqu'à la fin du XIXe siècle, matière et mouvement soient associés? Eh bien, je crois que en fait,
je crois avoir compris en préparant cet exposé pourquoi. Justement, on sait que le mouvement, ce que nous appelons le mouvement, nous, était appelé par Aristote et d'ailleurs par l'ensemble de la pensée grecque, était englobé dans une catégorie plus vaste qui était celle du changement. Pour Aristote, parce que je le cite parce que c'est vraiment le grand homme de la physique grecque, mais il ne faisait que avoir hérité de tout ce qui avait été pensé avant lui. Pour Aristote, le mouvement n'est qu'une catégorie du changement. C'est ce qu'il appelle le mouvement local, c'est-à-dire le déplacement d'un point à un autre. Pour nous, il n'y a pas d'autre type de mouvement. Mais et à côté, il y a des changements comme la putréfaction, les changements d'état, etc. Pour lui, tout ça rentre sous la catégorie de changement. Et à vrai dire, si maintenant on se dit que la matière doit être associé à la catégorie de changement, eh bien cet arbitraire qui me gênait quand j'étais jeune et moins jeune, me semble se résoudre assez facilement. Il est tout à fait normal que matière et changement établissent un couple. Que quand ce changement a été réduit ensuite par Galilée finalement au mouvement, ça soit devenu matière et mouvement, n'est que une trace archéologique de cette ancienne question fondamentale, et j'y viens tout de suite, de savoir comment lier matière et changement, question à laquelle ou bien ils ne se sont pas posés les premiers physiciens grecs, ou au contraire, moi je pense de façon plus probable, n'ont pas trouvé de réponse. Or, on pouvait peut-être continuer à vivre, on aurait pu continuer à vivre sur cette absence de réponse sans Parménide. Et Parménide, c'est évidemment le comble des philosophes, on dit que c'est le début de la philosophie grecque, c'est qu'avec lui commence la philosophie, etc. C'est une figure immense dont il ne reste que quelques fragments, un poème plus exactement dont il ne reste que quelques fragments, dont certains tiennent sur une ligne, qui est divisé en deux parties. Et c'est la première partie qui, évidemment, est toujours la plus citée, la plus commentée, on en remplirait des bibliothèques, qui s'appelle, alors les traductions, évidemment, sont différentes, on peut dire, c'est ce qu'il y a le moins prétentieux, sur l'être et le non-être. En fait, c'est sur l'être et la nature. Mais comme la nature, c'est ce qui est, c'est en fait sur l'être et le non-être. Alors, depuis Heidegger, on a beaucoup employé en français des participes présents, donc on dit aussi l'étant et le non-étant, qui n'est pas exactement la même chose que l'être et le non-être, mais je ne vais pas vous infliger un cours dont je suis incapable de dire les premiers mots. Alors, ce que montre Parménide, c'est que la physique, telle qu'elle est conçue par les précurseurs, là, est totalement impossible. Et s'il le montre, c'est sur la base d'un argument logique imparable, mais qui fait complètement fi de toute observation. Alors, il part d'une prémisse qui est que l'être et le non-être, je les appellerai comme ça, sont incompatibles. Alors, dans tout ça, il faut bien voir qu'il y a aussi un jeu de mots qu'on retrouve dans toutes les langues, le grec, le latin, le français, l'allemand, l'espagnol, etc., sur le mot « être ». Le verbe « être » est un verbe dans toutes les langues très particulier parce qu'il veut à la fois dire « exister » et il a aussi une fonction de prédicatif, c'est-à-dire cette table est grise. Et aussi, il est des jours où je me sens pas bien. Donc, ces deux manières d'utiliser le mot être, le verbe être, qui d'ailleurs, avec certains usages quelquefois qui sont totalement ambigus, eh bien, c'est là-dessus que joue Parménide, mais c'est pas du tout un jeu gratuit. La preuve, c'est que nous en sommes encore les victimes. Donc, il part de l'idée qu'il y a incompatibilité totale entre l'être et le non-être. Et il conclut que du fait que rien ne peut venir à être à partir de ce qui n'est pas, donc je répète, rien ne peut venir à être à partir de ce qu'il n'est pas, il conclut que rien ne peut venir à être en quelque sens que ce soit.
Donc, autrement dit, il n'y a plus qu'à se taire, en tout cas s'agissant de l'être et de ses origines. Alors, j'essaye de vous retracer les arguments, mais ça sera nécessairement grossier. Il ne faut pas croire que Parménide, c'est si simple que ça. Hein. Ça procède de la façon suivante. D'une part, ce qui est, et ce qui n'est pas, n'est pas. Alors, il ne faut pas voir là des tautologies idiotes. Hein. Encore une fois, il y en a des flots de commentaires là-dessus. Alors, l'être ne peut donc subir... non, l'être, qui est donc ce qui est, hein, ne peut subir de changement, donc ne plus être l'être, donc ce qui est, qu'en étant mélangé à quelque chose d'autre, qui ne peut être que du non-être. Donc, l'être ne peut ne plus être qu'en étant mélangé, dilué, avec du non-être. Mais le non-être n'est pas, donc n'existe pas. Donc, l'être ne peut pas être mélangé au non-être, et il n'existe que l'être. Lequel existe d'ailleurs dans toute sa plénitude, c'est-à-dire que c'est l'être qui remplit tout, qui donc du coup correspond à un monde fini, et d'ailleurs encore une fois mon énoncé empirique selon lequel des vues religieuses conduisent à un univers fini et des vues non religieuses à un univers infini est tout à fait corroboré, car Empédocle en fait, pas Empédocle, Parménide a en tête la lutte contre les physiciens dont j'ai parlé, qui prétendent se passer de la divinité. Bon. Alors, du fait donc qu'il ne puisse y avoir que l'être, eh bien ça exclut tout changement, et la question des origines de l'être n'a pas de sens, et par conséquent tout ce qu'ont dit les physiciens avant lui ne tient pas debout. Autrement dit, la physique, ses premières constatations, la physique telle qu'elle est partie, est impossible. Et alors ceci, encore une fois, c'est ce que dit le raisonnement. Et le tort, selon Parménide, des premiers physiciens, ça a été de suivre non pas la voie de la vérité, comme dit Parménide, mais la voie de l'apparence, c'est-à-dire de mêler au raisonnement des observations. Donc si on reste dans le raisonnement pur, eh bien cette physique est une voie sans issue. Alors c'est la première fois, il faut le signaler, qu'apparaît un argument logique comme argument d'existence, ou un argument qui peut dire quelque chose sur le monde. Alors je n'entrerai pas dans cette question qui est une question énorme, en particulier avec Aristote, c'est-à-dire que la logique et la physique, en fait, vont les doigts dans la main, et qu'il n'y a pas de logique qui ne soit pas une ontologie aussi. Cette question, elle est fortement débattue, surtout depuis qu'on a établi des logiques qui ne sont pas des ontologies, mais je n'entrerai pas là-dedans, de même que je n'entrerai pas dans quelque chose dont on sent bien que ça doit avoir une importance énorme, c'est que la physique est entièrement liée au langage. C'est-à-dire que si je dis que la physique c'est la question de la nature ou de l'être, comme on voudra, eh bien on voit bien que tout ça est terriblement lié au langage, ou plus précisément le langage et la physique sont totalement indissociables. Mais sauf peut-être si ça me vient plus tard, pour aujourd'hui en tout cas, je n'irai pas plus loin dans cette intuition dont je suis sûre qu'elle est vraie, mais qui mériterait, qui d'ailleurs a été explicitée par un certain nombre de gens, mais qui n'est pas facile à démêler. Alors, j'ai dit ça rend la physique telle qu'elle avait commencé impossible. Certes, mais en même temps, ça lui donne un nouveau départ. Parce que maintenant, la physique, ça va être l'explication du changement, justement. Parce que, bon, en dépit de ce que dit Parménide, eh bien, on voit bien qu'il y a du changement. Nos sens, si on accepte de les prendre au sérieux, nous disent qu'il y a du changement. Et P. Oman de Parménide, il faut expliquer ce changement.
Et donc, toutes les théories physiques qui vont débouler par la suite, ce sont en fait des réponses à Parménide. C'est-à-dire, d'une part, parce que ce sont des théories du changement, et qu'à chaque fois, leurs auteurs prennent la précaution de dire en quoi ils ont tenu compte des objections de Parménide. Alors, ici, avant que je continue plus loin, se greffe une question qui aussi va traverser toute la physique. C'est celle justement de la part du raisonnement et de la part de l'étude des sensations. C'est une question dont on n'est toujours pas sorti. Ne serait-ce que pour prendre ne serait-ce que des exemples historiques, Descartes pense qu'on peut arriver à dire quelque chose sur la nature uniquement par la raison seule. Mais Kant et à sa suite toute l'école allemande, Mach, Helmholtz, etc., de ce qu'on a appelé les physiciens philosophes, pensent que le raisonnement certes importe, mais que au fondement de tout, il y a l'analyse des sensations. Donc de ce que est éventuellement une théorie du rapport entre le monde extérieur, nos sensations et ce que nous pensons. Et donc, si vous voulez, avec Parménide, je vois apparaître d'une part une redéfinition de la physique comme étude ou explication, en tout cas, tentative d'explication du changement, étude du changement, et d'autre part, se poser une question épistémologique qui nous titille encore aujourd'hui, c'est-à-dire sur la part de la raison et la part des sensations dans la connaissance. On peut dire les choses autrement, c'est savoir qui de la matière, c'est-à-dire de ce qui produit des sensations justement, et de l'esprit, là je prends un autre vocabulaire qui n'est pas celui des Grecs, mais qui est plutôt celui du XVIIe siècle européen, qui de la matière et de l'esprit détermine l'autre lors du processus de connaissance. Est-ce que c'est la matière qui nous informe via nos sensations et qui nous permet de dire ce que c'est que le monde, y compris le monde raisonnant, ou est-ce que c'est la raison qui nous permet de dire quelque chose sur la matière et de nous expliquer le lien entre la matière et nos sensations? Tout ça, c'est un vaste problème qui, encore une fois, n'est pas résolu et d'ailleurs, à mon sens, n'a pas à être résolu. Bon, mais j'y reviendrai peut-être. Alors, après donc les premiers physiciens, après le coup d'éclat, le coup d'arrêt, mais en même temps le nouveau départ dû à Parménide, j'en viens à une théorie qui évidemment est ma favorite, mais parce que c'est celle que finalement, et apparemment seulement, c'est ce que je dirai la prochaine fois, l'histoire a sanctionné, c'est la théorie atomiste. Alors tout de suite, il faut écarter une confusion et dire avec fermeté que quand on parle quand la physique moderne se réfère à Démocrite et à Leucippe, qui sont les deux grandes figures de la physique atomistique grecque, eh bien, c'est un jeu de mots. Il n'y a rien là-dessous. Et je vais justement essayer, dans tout ceci, d'expliquer pourquoi c'est un jeu de mots et de signaler à chaque fois en quoi c'est totalement différent. Et quand je dis que c'est la théorie qui a ma préférence, je dirai à la fin de cette séance pourquoi. Grosso modo, c'est parce que c'est celle qui préserve le plus la liberté et qui aussi exclut toute intervention supranaturelle. Bon. Mais pour le moment, je veux que les choses soient claires. Je parle de l'atomisme grec et il faut écarter de nos esprits tout ce que nous savons sur l'atomisme moderne. Alors, par ailleurs, il faut aussi signaler à propos de l'atomisme que c'est aussi une des raisons pour laquelle je la chéris, c'est que c'est une théorie persécutée dans la Grèce et jusqu'à Galilée. C'est une théorie persécutée parce que, d'une part, elle ne fait pas appel à des divinités, ou plus précisément, il se trouve que les grandes religions n'ont pas pu trouver dans l'atomisme le moyen de raccorder
la physique, c'est-à-dire l'étude de la nature, avec la théologie. Que ça a été possible, il n'en avait pas forcément prévu avec Aristote, mais ça a été totalement impossible avec la théorie des atomistes grecs. Donc, c'est pas seulement parce que les autorités religieuses auraient eu un esprit borné qui leur aurait fait, ou fanatique, c'est pas du tout ça. C'est parce que cette théorie-là ne prêtait absolument pas à la possibilité d'unifier physique et théologie. Or, quand on est théologien, les grands théologiens d'ailleurs le disent explicitement, il faut comprendre le monde, y compris le monde physique, matériel, etc., en même temps que le monde spirituel, celui de Dieu et celui de l'esprit. Et il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'il y ait une théorie pour expliquer le monde et une matérielle et une autre théorie pour expliquer Dieu. Et c'est une grande partie des ennuis de Galilée, d'ailleurs, on le sait, vient de ce que, justement, il entendait séparer l'explication matérielle et même si ça ne collait pas avec le dogme. On sait que Galilée, c'est une théorie qui a été avancée il y a une trentaine d'années mais qui a l'air d'avoir quand même bien résisté au temps. Une grande partie des ennuis de Galilée avec l'Église ne viennent pas tellement du fait qu'il ait affirmé que la Terre tournait, mais du fait qu'il ait été atomiste et que ceci soit contraire au dogme de l'Eucharistie. C'est-à-dire que quand dans l'hostie on dit il y a le corps du Christ, un atomiste il dit ça va pas, il n'y a pas les mêmes atomes que dans le corps du Christ. Et ça, c'est insupportable, c'était insupportable à l'Église à ce moment-là. En tout cas, c'est une des choses qui ont été une des difficultés rencontrées par Galilée. Mais encore une fois, je ne veux pas faire de prosélytisme anti-religieux. Il est normal, quand on est théologien, de vouloir expliquer le monde de la même façon qu'on explique le ciel. Alors, même chose pour l'islam. D'ailleurs de façon générale, toutes les religions monothéistes, et l'autre tradition à travers laquelle, qui a permis que à la Renaissance nous récupérions les textes grecs, les études de la diaspora juive, c'est pareil. La théorie des atomes de Démocrite et Leucippe est totalement incompatible avec la théologie juive en l'occurrence, mais c'est la même chose pour la théologie musulmane et la théologie chrétienne. Donc, comme ces théories n'ont pas eu l'heure de plaire, eh bien, les textes n'ont pas été transmis, puisque nous ne savons des choses sur la science grecque qu'à travers ce qui nous a été transmis par les copistes arabes, juifs du Moyen-Âge, etc. Ben ça n'a pas été transmis. Donc nous n'avons pas de texte. Tout ce que nous avons, c'est justement ce qu'en disent les autres, en général hostiles, en particulier Aristote. Donc il faut faire aussi très attention quand on étudie l'atomisme grec à la qualité des sources. C'est des sources, je veux dire, de première qualité intellectuelle, Aristote, mais on peut toujours se demander ce que Aristote cache volontairement ou pas là-dedans. Même chose pour tous les copistes de l'époque du monothéisme. Alors, j'en viens maintenant à cette fameuse théorie grecque. Et je commence par Leucippe, moins connu en France, mais en Angleterre, on dit toujours que la théorie des atomes, c'est Leucippe, et ici, c'est toujours associé à Démocrite. Donc, vous voyez, vérité, etc. Leucippe est parti du coup de tonnerre qu'a fait résonner Parménide. Et il a cru pouvoir résoudre le problème posé par Parménide, c'est-à-dire le problème du changement, en postulant une pluralité, une multitude, infinie d'ailleurs, de cette matière primordiale, de ce un,
que les physiciens de la Grèce antique, plus qu'antique, archaïque, avaient posé au fondement de leur explication du monde, indépendamment de toute considération divine. Donc, il pense qu'il peut contourner l'obstacle logique, mais qui visiblement a eu une influence sensationnelle, posée par Parménide, en décrétant simplement qu'au lieu d'un seul un, on a une pluralité de un, et une pluralité infinie, donc d'entités qui sont des uns chacun pour soi, et qui donc, par leurs arrangements divers, peuvent expliquer le changement. Bon, c'est simple et de bon goût, il suffisait d'y penser. Et alors ceci l'amène aussi à faire un postulat supplémentaire, et qui d'ailleurs deviendra indissociable de la théorie atomiste, c'est poser que l'être et le non-être, vous souvenez-vous, j'avais dit au départ, la prémisse logique de Parménide, c'est l'être et le non-être sont incompatibles. Eh bien lui, il renverse ça et il pose que l'être et le non-être, autrement dit ce qui n'est pas, peuvent coexister. Autrement dit, il pose l'existence du vide, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, parce qu'il n'y a pas de matière, mais qui fait partie du réel, pour ne pas dire qui existe et qui est. Alors, c'est un coup de génie d'une certaine façon, parce que c'est ça qui rend le mouvement possible. C'est parce que, sinon, si ces uns multiples étaient collés les uns aux autres, s'il n'y avait pas d'air entre eux, mais d'air au sens non chimique du terme, s'il n'y avait pas de vide entre eux, ils ne pourraient pas bouger, évidemment. Donc, il invente, en somme, la catégorie de mouvement. Et on voit à quel point elle est liée à la théorie atomiste associée à l'existence du vide. Et précisément parce que pour comprendre le mouvement, on ne peut pas se contenter de simplement dire il y a des atomes, insécables, inséparables, séparés, permanents, etc. Et qu'en plus il faut supposer le vide, eh bien il ouvre une voie absolument qui en tout cas connaîtra un grand avenir. Alors, la question se pose maintenant, elle est posée par Aristote d'ailleurs, de savoir si ce vide, nous devons l'identifier à ce que par ailleurs nous appelons l'espace. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'espace? Comment le concevons-nous? Est-ce identique au vide? Toutes ces questions-là, le CIP et les atomistes se débattent dedans. Et il n'y a pas que. En fait, nous sommes toujours débattus là-dedans. Il y a deux questions finalement qui se posent là. Une proprement physique, c'est la réalité d'un espace sans matière, autrement dit le vide. Et puis, quelle conception a-t-on de l'espace? C'est-à-dire, est-ce qu'il matière et espace, quel genre de couple ça forme? Alors, anticipant sur ce dont on s'apercevra bien après, et qui d'ailleurs ne sera énoncé vraiment clairement, bien que Leibniz ait écrit des pages et des pages là-dessus, mais ça sera vraiment énoncé clairement de façon comme les aiment les physiciens, c'est-à-dire en 10 lignes et puis matter of fact, par Einstein, en 1920 et quelques. C'est-à-dire, il dit il y a deux conceptions de l'espace possibles. Une conception de l'espace absolu qui est le vide dans ce sens qu'il n'a aucune interaction avec rien du tout et que c'est un réceptacle dans lequel on met la matière. Alors comme à l'époque d'Einstein, la matière c'est devenu aussi de l'énergie, etc. L'énergie, etc. Bon. Et puis il y a une autre conception qui est que l'espace est un objet physique, c'est-à-dire appartient à la réalité. Donc, et pour parler comme Parménide. Et cette conception-là, c'est celle que reprend la relativité générale. Après, justement, que la physique, jusqu'en 1916, se soit efforcée
de ne concevoir l'espace que selon la première conception. Donc il y a deux conceptions possibles de l'espace, peut-être qu'il y en a plus d'ailleurs, mais en tout cas ces deux-là ont énormément compté. Et la question se pose déjà quand on examine le CIP, et d'ailleurs la preuve c'est qu'Aristote la pose. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Qu'est-ce que c'est que le vide? Est-ce que c'est l'espace ou est-ce que l'espace c'est le vide? Et que dire de la nature du vide? Est-il un être ou un non-être? Bon. Alors, cette question-là, encore une fois, je viens d'indiquer qu'elle balaie toute l'histoire de la physique. Autrement dit, c'est la réalité d'un espace sans matière, et est-ce même possible? Alors, il y a une autre question plus proprement philosophique que pose la doctrine de Leucippe avec son introduction du multiple, c'est celle de l'un et du multiple. C'est une question proprement philosophique jusque vers 1925. Je ne suis pas tout à fait... enfin 1920 et quelques. En effet, qu'est-ce que c'est que ces uns qui sont multiples et qui sont évidemment tous identiques, puisqu'ils sont un et qu'il n'y en a qu'un seul un, mais simplement il est multiplié, il est cloné, nous dirions aujourd'hui. Bon. Alors justement, l'idée de clone nous fait déjà sentir à quel point c'est compliqué de penser ça, parce qu'il faudrait que tous ces uns soient rigoureusement identiques. On a quand même tendance à penser, avec le bon sens du plancher des vaches, qu'il n'y a pas deux choses identiques dans le monde. Eh bien, malheureusement, on a tort depuis 1925 de penser comme ça. Car la physique moderne a montré, et alors ça c'est à Jean-Marc de vous en faire le récit, a montré que il existait des objets totalement identiques. Parmi le plus connu de ces objets totalement identiques, c'est-à-dire que rien ne les distingue, hein, au point même que justement ce qui les caractérise, c'est leur indiscernabilité. C'est-à-dire qu'ils sont indiscernables les uns des autres. Tout ce qu'on peut tenter comme stratégie pour essayer de les différencier, de les discerner, échoue. Alors, à partir de la théorie quantique, c'est-à-dire à partir du moment où on ne peut plus suivre ces êtres à la trace en suivant leur trajectoire, à partir du moment où la notion de trajectoire disparaît, comme vous savez probablement qu'elle le fait, avec la théorie quantique. Donc, avec la théorie quantique, cette question de l'un et du multiple retrouve une nouvelle vigueur, sous la forme de la question de l'indiscernabilité qui, si vous voulez que je fasse savante, se traduit par le fait que les fonctions d'onde doivent, pour ces particules indiscernables, doivent avoir une certaine symétrie qui les oblige à les classer en deux types de particules, les fermions et les bosons. Bon, tout ce charabia, pour vous dire que c'est un problème actuel, celle de cette identité complète des êtres. Je dois dire que moi qui ai enseigné les bosons et les fermions pendant des années, etc., qui crois avoir compris, je ne suis pas sûre, mais enfin bon, on ait compris un petit bout. Je comprends très bien ces histoires de fonctions d'onde, etc., d'indiscernabilité traitées par la mécanique quantique avec des opérateurs, etc. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que deux objets rigoureusement identiques. Or, la question, elle s'est posée, en fait, avant 1905, mais elle n'est pas apparue comme une question cruciale à l'époque, dans la physique moderne, quand en 1895, Thomson a découvert l'électron. L'électron, un électron ici, sur Sirius, à chaud, à froid, etc., c'est toujours la même chose. Eh bien ça, personnellement, comme dirait l'autre, je crois que c'est Dedekind, l'autre, un mathématicien qui avait vu des choses à propos de la puissance du continu, je le vois dans les équations, mais je ne le crois pas. Je ne peux pas arriver à me faire à cette idée. Alors peut-être êtes-vous plus souple que moi, peut-être justement le fait d'avoir un support qui me dit oui, bah bien sûr, ça va de soi, c'est évident, cette évidence me pose problème, mais je trouve qu'il y a là un problème et dont l'origine se trouve justement dans cette démultiplication des 1 de la physique archaïque grecque qu'a opéré le CIP à la suite de l'objection massue de Leucippe, de Parménide.
Alors, Démocrite, lui, qui est donc chez nous est crédité pour être le principal auteur, donc il a vécu à peu près, enfin, sa grande période correspond à peu près à la naissance de Platon. Tout ça pour vous citer, et vous savez que Platon a une génération de différence avec Aristote. Donc, il part d'un principe qui est que tous les corps peut-être qu'il n'existe que deux constituants de la matière, le vide et les atomes. Bon, alors, doit-on considérer que le vide est un constituant? En tout cas, lui, il part de l'idée qu'il n'y a rien d'autre que les atomes et le vide. Et l'argument qu'il utilise, c'est pas du tout un argument d'observation. Comment le pourrait-il? Les atomes ont été vus pour la première fois, de façon directe, en 1990, et on a eu c'est Einstein qui, le premier, a donné le moyen d'avoir une évidence expérimentale de l'existence des atomes via le mouvement brownien. Bon, une existence indirecte, évidemment, évidence indirecte. Bon, mais de les voir réellement, c'est en 1990. Donc, c'est certainement pas Démocrite qui pouvait voir les atomes. Et les atomes, donc, ce sont des choses invisibles, et il faut expliquer le monde avec deux choses invisibles, le vide et les atomes. Alors, l'argument donc n'est pas un argument qui repose sur les sensations ou l'analyse des sensations, c'est un argument métaphysique. Un argument métaphysique qui procède de la façon suivante. On part de l'énoncé « tous les corps peuvent être divisés à l'infini en parties toujours plus petites ». Autrement dit, c'est le contraire de ce que dit la théorie atomiste, c'est-à-dire la division à l'infini de la matière. Donc, on part de ça et on va montrer que c'est intenable. Tous les corps peuvent être divisés à l'infini en parties toujours plus petites. D'accord. Alors, soit donc un corps fini. Le mot fini est évidemment important. Ayant subi cette division supposée exister à l'infini en parties toujours plus petites. Comment qualifier le résultat? Qu'est-ce que c'est le résultat? Est-ce que ce sont des corpuscules? C'est Démocrite qui parle. Du moins, c'est Démocrite tel qu'il est reproduit par Aristote. Est-ce que ce sont des corpuscules? Non. Parce que sinon, ça serait contradictoire. Si c'était des corpuscules, ça serait contraire à l'idée qu'on peut effectuer une division à l'infini. Est-ce que ce sont des points? Pas plus. Parce que ça serait contraire avec l'idée qu'on peut effectuer une division à l'infini en partie toujours de plus en plus petite. Est-ce que c'est le néant pur? Certainement pas, parce qu'à ce moment-là, on serait passé de l'être au non-être. Or, s'il y a une chose qui... Peut-être peut-on faire naître l'être du non-être, mais certainement pas le non-être de l'être. Sauf dans les trous noirs, justement. Donc, conclusion, la prémisse, savoir tous les corps peuvent être divisés à l'infini en parties de plus en plus petites, toujours de plus en plus petites, est fausse, et donc, ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas être divisés à l'infini en parties de plus en plus petites, donc la division s'arrête et à des parties qui ne sont pas toujours de plus en plus petites, à des atomes, étymologiquement, des choses que l'on ne peut pas diviser. Alors, pour Démocrite, l'atome, c'est une quantité minimale. Et ces atomes, ils ont... quelles propriétés ont-ils? Alors, ils sont d'abord dénués de tout ce que plus tard on appellera les propriétés secondes, c'est-à-dire couleur, chaleur, goût, etc. Mais ils sont doués de figure, c'est-à-dire d'une silhouette, de taille, et peut-être, la chose n'est pas claire chez Démocrite, mais ça le sera chez Épicure, de poids. Donc, la figure, c'est ce qui varie d'un atome à l'autre. La taille, elle est variable. Et Démocrite insiste tellement là-dessus que ses adversaires en feront des gorges chaudes du fait qu'il a pu dire que ça peut aller jusqu'à la taille de l'univers. Alors évidemment, un atome qui serait la taille de l'univers, c'est vraiment impossible à penser. C'est comme ça que on construit le monde par le jeu avec uniquement du vide, ces atomes qui sont de figures diverses et donc c'est déjà un peu différent de Leucippe et de tailles diverses. Et la question se pose de savoir s'ils ont un poids. Alors, ces atomes, j'ai dit, on ne peut pas les dissocier du vide.
donc du mouvement. Donc ces atomes ont un mouvement. Et pour Démocrite, les choses sont claires, ce mouvement est totalement désordonné, il est dans toutes les directions, il n'y a pas de direction privilégiée. Ce qui laisse supposer, mais bon, peut-être y a-t-il des moyens subtils de raccorder les deux choses, qu'ils n'ont pas de poids. Sinon, il y aurait une direction propre. D'ailleurs, j'en veux comme preuve le fait que Épicure, alors là on passe à la génération suivante, que Épicure, qui a repris la théorie de Démocrite en se défendant d'en être l'héritier, tellement il a l'impression de l'avoir changé, il n'a pas tort, eh bien, il introduit un poids pour ces atomes. Donc les atomes ont un poids et par conséquent, ils sont soumis à la pesanteur. Alors évidemment, la pesanteur, à l'époque, du coup, c'est très variable. Ça peut être, si c'est Aristote qui raconte tout ça, il va dire le centre de l'univers, c'est ce vers quoi tombent les corps du fait de leur poids, donc les atomes tombent vers le centre de l'univers. Épicure, lui qui préfère, alors je ne sais pas pour quelle raison, penser encore à l'époque que la Terre est plate et dit ils vont tous tomber à la verticale, donc ils ont des trajectoires parallèles. Mais alors on ne peut pas comprendre comment ils vont pouvoir se combiner entre eux. Car Épicure, justement, alors que les choses ne sont pas claires chez Démocrite, dit il y a des corps simples et des corps composés, nous dirions-nous dans notre langage moderne. Et comment peut arriver une telle composition? Par des collisions, répondent Démocrite et Épicure. Mais Épicure se demande comment les collisions peuvent arriver si, sous l'effet de leur poids, puisqu'il leur suppose un poids, les atomes tombent selon des lignes parallèles. Alors, plutôt que de changer la forme de la Terre, il préfère ajouter un truc totalement ad hoc, qui est le clinamen. Alors, je pense qu'il trouve des justifications qui ne sont pas ad hoc, justement, mais en fait, ça nous paraît ad hoc. Le clinamen qui fait que par hasard, sous l'effet du hasard, c'est-à-dire de façon totalement imprédictible, un atome dévie légèrement, très légèrement, de sa trajectoire initiale. Du coup, à plus ou moins grande distance, il va rencontrer les autres et il va y avoir formation des corps. Et c'est comme ça que, avec cette liberté des atomes dans le vide, c'est-à-dire que rien ne les retient, et en ajoutant le clinamen, il arrive à produire une représentation théorique du monde qui se tient à peu près. Mais encore une fois, ces atomes, ils sont totalement impassibles. C'est de la matière pure. Il n'y a rien qui les relie. Le clinamen, ça vient c'est totalement hasardeux. Il n'y a aucune nécessité à ce que les atomes se rencontrent. Alors, je disais en commençant qu'il n'y avait pas, j'ai dit, partant de Primo Levi, etc., qu'il y avait, de Primo Levi, qu'il y avait, que je trouvais comme caractéristique aujourd'hui de la matière, comme quelque chose qui me semblait flagrant, la permanence. Alors ça, la théorie atomique, elle en rend parfaitement compte. Et la résistance. La résistance, alors ça sera l'objet de tout ce que je vais dire la fois prochaine, mais la résistance, c'est ce que dans d'autres termes on appelle l'inertie, les résistances au mouvement, c'est-à-dire une espèce de frottement sur l'espace, tout ça est lié à la question de l'espace. Et alors, la plupart des commentateurs disent il n'y a pas de cette chose-là, n'existe pas. Il n'y a pas de force, il n'y a rien, parce que résistance, c'est une force de résistance. On peut supposer une force qui, au contraire, entraîne, d'entraînement. Il n'y a rien qui ressemble à ça chez les Grecs. Sauf que Lucrèce, alors je passe maintenant au latin, Lucrèce, qui vous savez a écrit un poème un très beau poème, etc., dit dans son poème, qui reprend totalement la théorie d'Épicure, donc, qu'il le veuille ou non, de Démocrite et de Leucippe, dit « Aussi faut-il accorder... » Ah non, c'est pas ça, attendez, ça commence plus haut. Ah oui.
Oui, excusez-moi, ça va être peut-être un peu long, mais tant pis. Ne vois-tu pas aussi que, à l'instant précis où s'ouvrent les loges, les chevaux, malgré leur impatience, ne peuvent s'élancer aussi soudainement que le souhaite leur esprit lui-même. Il faut en effet que s'anime toute la masse de matière éparse dans tout le corps et qu'une fois animée dans l'organisme, elles suivent d'un même élan le désir de l'esprit. Autrement dit, il faut les mettre en mouvement. C'est bien ce que nous qualifions d'inertie. D'où tu peux voir que le principe du mouvement a son origine dans le cœur, alors ça c'est évidemment pour savoir d'où vient le mouvement, mais que c'est de la volonté de l'esprit qu'il procède d'abord et que de là il se communique ensuite à l'ensemble du corps et des membres. Bon, pour les chevaux. Il ne se passe rien de semblable quand nous sommes poussés et projetés en avant par un choc, par une puissante force étrangère, par une puissante contrainte, donc une force extérieure. En ce cas, en effet, toute la matière de notre corps entier est évidemment entraînée et emportée malgré nous, jusqu'à ce qu'elle soit réfrénée dans tous nos membres par la volonté. Ainsi vois-tu maintenant bien qu'une force extérieure souvent pousse l'homme, souvent l'oblige à marcher malgré lui, et même l'emporte et le précipite, qu'il y a pourtant dans notre cœur quelque chose capable de la combattre et de lui résister. C'est dans le cœur quand même. C'est au gré de cette volonté que la masse de la matière est, elle aussi, contrainte de se diriger dans le corps et dans les membres, qu'elle est réfrénée dans son élan et ramenée au repos en arrière. Moi, quand je lis ça, je vois, non, je ne veux pas y voir un précurseur de l'inertie, mais une question se pose, c'est justement la question du freinage, la question de l'inertie, de la résistance des corps au changement de mouvement. Aussi faut-il accorder aux atomes, conclut-il, la même propriété et reconnaître qu'il existe en eux, outre les chocs et la pesanteur, une autre cause motrice, d'où provient en nous le pouvoir de la volonté, puisque nous le voyons, rien ne peut naître. La pesanteur sans doute empêche que tout ne se fasse pas des chocs, c'est-à-dire par une force extérieure, mais si l'esprit lui-même n'est pas régi dans tous ses actes par une nécessité intérieure, s'il échappe à cette domination et n'est pas réduit à une entière passivité, c'est l'effet de cette légère déviation des atomes en un lieu, en un temps que rien ne détermine. Alors je ne suis pas spécialiste de Lucrèce, mais je ne suis pas non plus la seule à remarquer qu'il y a là quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. Et que donc, c'est de ce point de vue, la théorie atomiste chez les Grecs, si elle satisfait pleinement à l'idée de permanence, ne satisfait pas et apparemment ne dit rien de ce qui deviendra la grande question, la force, qui est elle-même question liée à l'espace, comme à toutes les questions que j'ai signalées, à savoir le rapport entre la matière et l'espace, la question entre la matière et le mouvement, etc. Tout ça, c'est la force qui va entrer en ligne de compte pour expliquer tout ça après Jésus-Christ, si je peux dire. En tout cas, après Galilée. Eh bien, ceci, déjà, il y en a des traces chez Lucrèce. Alors, j'avais prévu de parler d'Aristote, mais je ne peux pas parler d'Aristote en 2 minutes. Donc, j'enchaînerai la prochaine fois en essayant de reformuler ce que je voulais dire aujourd'hui, qui était plus rattaché au grec. Je reparlerai d'Aristote, justement. Ça sera très facile, puisque la physique moderne s'est élevée contre Aristote. Donc c'est un bon point de départ pour parler de la physique moderne. Donc je parlerai d'Aristote la fois prochaine, et je veux simplement terminer en faisant la remarque suivante. Vous savez qu'il y a des modes de pensée parfaitement ridicules, qui d'ailleurs quelquefois ont frisé le crime, qui consistent à avoir des déterminations sociales dans les résultats de la science. Alors, j'en donne 2 exemples, l'un sinistre et l'autre ridicule. L'exemple sinistre, c'est celui de la science prolétarienne et de la science bourgeoise, qui fait qu'un certain nombre de gens qui défendaient des choses qui passaient pour de la science bourgeoise se sont vus totalement interdire la parole par les moyens les plus simples. C'est ce qui a fait que Lysenko, alors qu'il ne pensait absolument pas ce qu'il disait, a été obligé de dire quelque chose parce que c'était prolétarien, alors que il pensait que ce que disaient les savants américains à l'époque sur la question était plus juste. Bon.
Et puis l'autre, ridicule mais gentillet, c'est l'idée d'une science féminine, le fait que la physique n'est que maîtrise de la nature, que la nature c'est les femmes et que par conséquent la physique c'est typiquement l'emprise des hommes sur les femmes et qu'il faut en sortir. Bon, je ne vais pas faire me donner ce genre ni de ridicule, ni surtout de manquement aux règles de la raison. Mais on ne peut pas quand même dissocier le contexte social des idées qui sont nées dans ce contexte social. Et à propos de l'Antiquité, justement, les gens les plus sérieux, les moins susceptibles d'obscurantisme suiviste, s'accordent en général à dire que dans les théories dont je vais parler la prochaine fois, qui sont celles d'Aristote et de Platon, bien que ces théories correspondent à un monde dans lequel il existe des gens qui peuvent réfléchir aux atomes, et puis d'autres qui font tous les travaux vils, comme ils disent. Et d'ailleurs, Aristote trouve que l'esclavage est naturel. Quand il dit naturel, ça ne veut pas dire que c'est commode. Ça veut dire que c'est naturel. Bon. Alors, il y a je n'en parle pas de cette proposition, vu que je n'ai pas parlé encore d'Aristote. Et à cela, on oppose en général l'idée que les épicuriens, pas du tout à cause de leur portée au firmament du plaisir, qui justement leur a beaucoup nui, les épicuriens et les atomistes, eux, avec leur vide infini, qui d'ailleurs, et le fait qu'il n'y a que des atomes et du vide, c'est-à-dire on se passe de toute explication divine par le divin, eh bien, sont les représentants de ce qui fait aussi la grandeur de la Grèce, à savoir la démocratie, et de la liberté individuelle. Et c'est quelque chose qui se retrouve de façon très forte chez des gens qui ne sont pas encore une fois, c'est des gens qui réfléchissent. Par exemple, Italo Calvino, dont vous savez qu'il était très intéressé par tous les problèmes de la science, voire Cosmicomics, voire l'autre qui va avec temps zéro, voire aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, des fausses gazettes scientifiques. Bon, eh bien, il a des pages sur Lucrèce, sur Démocrite et sur Épicure, dans lesquelles il exalte le sens de la liberté que la théorie atomiste, du libre arbitre en somme, que la théorie atomiste sous-tend. Et je crois qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire que ces choses-là, c'est très, très délicat d'en parler. Encore une fois, je ne veux pas tomber dans le travers qui consiste à dire que justement les résultats, les théories scientifiques, etc. sont déterminés par le contexte social. Mais il se peut quand même que les théories physiques, qui après tout sont quand même des libres constructions de l'esprit, comme dirait Einstein, soient déterminées par les idéaux éthiques que l'on a, ou politiques que l'on a. Et de ce point de vue-là, il est sûr que l'atomisme fait figure aujourd'hui de ce qui a représenté la liberté dans le monde grec, qui est quand même un des endroits où ça existait pour certains, évidemment. C'est tout un courant actuel. On retrouve la même chose d'ailleurs chez Kundera. Et un courant d'ailleurs qui, comme par hasard, prône la légèreté, ce dont on ne peut pas leur faire grief. La lourdeur, ça n'a jamais passé pour une vertu esthétique en tout cas. Je termine là. C'est tout ça pour dire qu'on m'a chargé de parler de la matière, et je suis physicienne, mais qu'il me semble qu'on ne peut pas parler de la matière sans parler d'autre chose que de la physique. Voilà.
Bien, je sais que beaucoup vont devoir rejoindre les transports en commun, mais pour ceux qui ont des questions, même si on a débordé un peu sur l'horaire du cours, Oui, on s'accorde excusez-moi, la je demi-heure suis de... trop prolixe. Voilà. J'aurai le cas échéant de 20 000 questions à vous poser, je vous en poserai qu'une seule. Vous aviez l'air un petit peu, comment dire, apparemment vous n'avez pas étudié les pyramides. Soi-disant, les pyramides recèleraient des tas de vertus, non pas philosophiques, mais scientifiques. Est-ce que vous avez un tout petit peu étudié la question? Je voudrais dire simplement 3 petits mots pour des personnes qui éventuellement n'en auraient jamais entendu parler. Soi-disant, j'ai jamais vérifié, hein, c'est les médias qui disent ça, je suis pas allé avec mon décamètre vérifier. Soi-disant, elle ferait 148 mètres de hauteur, non pas la diagonale, mais la verticale, donc ça ferait une puissance de 10 par rapport à la distance du Soleil dans le système actuel. Soi-disant, également, il y aurait d'autres pyramides... Pardon ? Je vais essayer d'être bref. Non, mais c'est quand même très intéressant ces concepts, hein, parce que si, en effet... bon, enfin, je vais pas... Soi-disant, la tradition orale aurait carrément 50 000 ans, hein, d'accord? Et puis, donc, il y aurait des pyramides assez importantes qui feraient la constellation de... Ça marche là, ouais. La constellation d'Orion, hein, vue du dessus. Soi-disant, le couloir de la chambre de la reine se projetterait également sur la constellation. Ça marche ou pas? Sur la constellation d'Orion, moi je m'entends pas. Bon, sur la constellation d'Orion, ça marche pas. Hein. Je m'entends pas. Bon. Oui, la question. Pour moi, c'est une évidence que l'Égypte recèle des connaissances scientifiques gigantesques, pré-grec donc, pré-grec. Voilà, moi je souhaiterais savoir si vous avez un tout petit peu étudié la chose, si vous laissez cette chose-là ouverte ou si vous le balayez d'un revers de main, certainement pas sachant que vous avez été très délicate par rapport à ça. Je ne le balaye certainement pas d'un coup de main, simplement je n'en sais pas suffisamment. Et si être scientifique, ce sont les choses comme vous me présentez, qui relèvent de la numérologie pour l'essentiel, eh bien c'est pythagoricien, ça, pour reprendre nos catégories grecques. Et ce n'est pas de la science. C'est pas parce qu'il y a des nombres que c'est scientifique. Donc ça, c'est des constatations, c'est des coïncidences, des observations, etc., auxquelles on peut attribuer un pouvoir magique, parce qu'il n'est pas matériel, alors pour le coup, ce pouvoir-là. Moi, j'appelle pas ça de la science. Que ça soit un mode de pensée qui puisse fructueux, qui puisse donner des choses intéressantes, j'en suis sûre. Je ne connais pas. Je pense qu'il y a justement en Égypte des choses. Excusez-moi de vous le dire comme ça, plus intéressante dans le savoir égyptien, mais je suis totalement ignorante sur la question, je ne connais que Black et Mortimer. J'espère ne pas être indiscret, mais est-ce que vous pourriez dire pourquoi est-ce que l'indiscernabilité des particules vous pose un véritable problème ? C'est pas indiscret, mais ça relèverait d'une psychanalyse de 20 ans. Je trouve que ça ne peut pas exister. Encore une fois, je ne le crois pas. En principe, je suis athée. Hein. Mais, et c'est pour ça que d'ailleurs, comme je ne sais plus qui c'est, Dedekind, je crois, ou Peano, ou je ne sais plus trop qui, je le vois, mais je ne le crois pas. Et pourtant, je ne vois pas comment on peut s'en passer. Mais ça, c'est une déformation professionnelle, si je ne vois pas pourquoi on peut s'en passer. Ça paraît quand même un petit peu... Pardon. Cela paraît pourtant accessible au moins à l'ingénieur qui met tous ses efforts très souvent pour faire fabriquer des objets identiques. Avant d'être numérotés, ils sont indiscernables. Oui, mais ils sont indiscernables avec les moyens d'observation dont on dispose. Tandis que là, un électron, on pourra multiplier tout ce que les moyens d'observation, ça sera toujours la même chose que son voisin. Oui, excusez-moi, je voudrais savoir s'il existe une loi de mort comme en informatique, si dans les années à venir, est-ce qu'il faut 10 ans pour que... Est-ce que vous connaissez la loi de Moore là, en informatique? Est-ce que ça existe en science? Non, il n'y a rien de tel. Non. Pas à ma connaissance.
Oui, vous avez insisté sur la nécessité de ne pas établir une filiation trop sommaire, trop rapide entre les atomistes de l'Antiquité et la physique atomistique moderne, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi? Je dis ça parce qu'il y a des livres de vulgarisation scientifique récents qui considèrent que les atomistes ont été les premiers physiciens persécutés, écrabouillés par Aristote, et que la véritable physique a été la redécouverte de l'atomisme grec. Oui, alors je ne sais pas qui dit ça, mais je suis totalement opposée à cette conception. C'est Claude Allègre. C'est Claude Allègre. Bon, écoutez, Claude Allègre est un très bon géophysicien. Point. Non, bon, de façon sérieuse. Justement, chez les atomistes, il n'y a pas de force. C'est ce que j'ai dit en terminant. Et on ne conçoit pas dans la théorie atomique qu'il y ait que des atomes. Il y a des forces qui les lient entre eux, qui les... Bon. Alors ensuite, il y a un champ, il y a une énergie, etc. Ça devient très raffiné, mais on devient quasiment aristotélicien à la fin. C'est justement ce que certains ont cru pouvoir soutenir. Et c'est probablement contre René Thom que Claude Allègre s'élève. Là, moi, je vois ça clair comme de l'eau de roche. C'est des histoires de mandarin. Mais en l'occurrence, on ne peut pas dire que les atomes des Grecs, c'est la même chose que les atomes de Jean Perrin ou d'Einstein. Il n'y a pas de force, c'est quand même le mouvement vient d'on ne sait trop quoi, un éventuel, le clinamen et tout ça. Alors que le mouvement, c'est quand même, il a fallu 4 siècles pour s'apercevoir à peu près de ce que c'est. Donc, mais ça, et la notion de force est passée par là, elle a été balayée par la mécanique quantique, la relativité, etc. Mais la chose existe. Et on ne peut pas s'en passer. Il dit ça dans quoi? Dans son livre sur Galilée? Le dernier. Il faudra que je regarde. Moi, j'ai pas trop compris comment le premier a découvert qu'il n'y ait qu'un seul être qui soit l'atome, d'accord. Mais qu'est-ce qui lui a fait dire qu'ils avaient des tailles différentes et qu'ils allaient dans toutes les directions? C'était comme si c'était le CIP, vous voulez dire? Le premier, le CIP? Oui, c'est un peu comme si vous aviez des moules à gâteau de la même pâte. C'est la même, oui, disons la même pâte pour ne pas dire la même matière, mais ça a des formes différentes. Vous savez, avec on peut faire des gâteaux qui ressemblent à je sais pas moi, à des babas au rhum, etc. Et tout ça avec la même pâte. Encore que ce soit pas tout à fait vrai parce qu'il y a des trucs qui marchent pas. Mais c'est l'un, c'est-à-dire il y a une seule essence qui existe. Mais qu'est-ce qui lui a fait dire qu'elles avaient des tailles et des formes différentes? Ça, c'est parce que il fallait expliquer la différence des sensations. Et d'ailleurs, c'est pas si idiot que ça. Parce qu'il s'avère que, par exemple, toutes les études sur l'odorat, il y avait un article dans le Scientific American il y a une dizaine d'années extraordinaire là-dessus. Les études sur l'odorat montrent que si nous identifions des odeurs, c'est parce qu'elles correspondent à des molécules qui ont une certaine forme qui vient se ficher dans, je sais trop quoi, à l'intérieur de notre nez, où ça trouve justement sa place, c'est-à-dire c'est totalement leucipien comme théorie, tout ça fondé sur de la mécanique quantique. Oui, mais lui, dans son temps, comment il a pu imaginer ça? Ah, comment il a pu imaginer ça? Peut-être à cause de la cuisine, justement. La pâtisserie, je sais pas moi. Ou des châteaux de sable. Des pâtés de sable. Non, mais on peut imaginer quand même que ça soit la même matière, la même pâte, en somme, qui serve à faire tout le monde. Avec des formes diverses. Il faut expliquer les formes diverses qu'on voit quand même. Et d'ailleurs, avec la théorie atomique moderne, ça a été, par exemple, les faces des cristaux, des pierres précieuses, s'expliquent par la forme de leurs molécules. C'est quand même assez extraordinaire, ça aussi. Quand on sait que, justement, un atome d'argent ne brille pas, etc. Enfin, quand on sait toutes ces choses qu'il ne faut pas penser à propos des atomes. Mais là, la molécule a une certaine forme. Alors, en fait, ce sont certaines symétries qui font que
le cristal ne peut croître, mais j'en reparlerai de ça, que selon certains plans de clivage, comme on dit, qui font les faces des diamants, des pierres précieuses de façon générale, les faces selon lesquelles on les taille. Parce que ce sont si on les taille comme ça, c'est parce que on peut détacher les atomes les uns des autres. On peut détacher la matière facilement comme ça. Et que ça se fait tout seul, donc sans bavure, avec des vraies faces planes. Donc, l'idée qu'il n'y ait qu'une seule matière, pour parler matière première, et que ça puisse prendre des formes diverses, je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire là-dedans. Il me semble que à l'école primaire, à l'école maternelle, on apprend ça, à faire des pâtés de... Ben, c'est la pâte à modeler d'une certaine façon, sauf qu'elle est colorée justement. Mais... Non, parce que d'après vous, le but du jeu, c'était de dire qu'il n'y a qu'un seul être multiple. Oui, il n'y a qu'un seul être. Pourquoi serait-il de diverses formes différentes? Oui, alors c'est une chose qui justement, après vient Aristote. Et alors on verra que Aristote lui dit il n'y a qu'une seule matière, qui est complètement indéterminée, etc. Pas de couleur, mais rien du tout. Alors là, vraiment... ce qu'il a fait passer, elle n'existe pas en fait, mais ce qu'il a fait passer à l'existence, c'est le fait qu'une forme lui est imprimée. Alors ça, c'est quelque chose de totalement exotique pour nous, parce qu'on a totalement oublié que... la physique telle qu'elle s'est développée de Galilée à nos jours a complètement écarté le problème de la forme des corps. C'est pas une chose qui l'intéresse. C'est une chose qui intéresse les ingénieurs, etc. Et encore depuis pas si longtemps que ça, mais en tout cas, la forme naturelle, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel chez Aristote et que la physique moderne a totalement mis de côté. Ça revient avec la biologie. Depuis que la biologie pousse la physique au derrière, si je peux m'exprimer de façon vulgaire, la physique est obligée de s'intéresser aux questions de forme. D'où René Thom, etc. Et la morphogénèse, qui sont des branches très récentes de la physique. Je pense que... non, il parlera que de la matière dans le ciel. Mais, votre question, justement, prouve que vous pourriez être tout à fait aristotélicienne. Vous auriez pu inventer l'idée que la substance est une matière et associée à une forme. Parce que vous insistez sur l'importance de la forme, et moi qui suis élevée dans le canon de la physique, qui a été élevé dans le canon de la physique classique, de la physique actuelle, pour moi ça n'a pas d'importance. Et donc je perçois la pertinence de votre question uniquement par ce que je sais d'Aristote. Si je n'avais pas lu des choses sur Aristote, je ne comprendrais pas ce que vous voulez dire. À tel point, la physique a complètement occulté ce truc-là. D'ailleurs, ça va avec l'idée que le sens royal de la connaissance, c'est la vision. Mais justement, chez Aristote, c'est le toucher. Alors là, je suis en train de brûler mes vaisseaux d'avance. C'est le genre de choses que je vais dire la fois prochaine. Mais le toucher, c'est bien que la forme est très importante. Tandis que pour un physicien moderne, tout se passe, on se demande comment un aveugle, on pourrait écrire une lettre sur les aveugles, comme Diderot, pourrait faire de la physique, parce que ce n'est que des histoires de coïncidence, de superposition, etc. C'est-à-dire, ça ne fait appel à un sens abstrait, puisqu'on ne voit rien de tout ça quand on fait de la physique, mais ça ne fait appel qu'à des images. Et d'ailleurs, pour se sortir du mauvais pas dans lequel il se trouvait au moment de la naissance de la mécanique quantique, la difficulté, les physiciens ont appelé la difficulté qu'ils rencontraient la perte d'intuition. Alors, c'est encore plus spectaculaire en allemand. C'est avec tous les privatifs dont l'allemand est capable, de Anschauung. Et Anschauung, ça vient de schauen, qui veut dire voir, regarder. C'est-à-dire, on ne pouvait plus se représenter, on ne pouvait plus voir. On ne pouvait pas plus se toucher, vous pouvez remarquer. Mais c'est la preuve que la physique s'est développée de façon visuelle. Et qu'on a des images
uniquement des images dans la tête quand on fait de la physique. On n'a pas de sensation autre que d'imagination. C'est d'ailleurs toutes ces expressions qui sont très belles, mais les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit, etc. C'est toujours les yeux. Et donc, quand vous me dites comment a-t-il eu l'idée que... Il a eu l'idée d'une matière homogène et d'une forme différente. Parce que pour eux, et Aristote en est la preuve, matière et forme, c'est un problème, comme pour nous, matière et espace. Mais matière et forme, pour nous, ce n'est plus un problème. C'est pour ça que cette question de la matière, à mon sens, est très riche, parce que il faut découvrir les choses dont nous n'avons même plus idée. Et en tout cas, c'est comme ça que je conçois, moi, la manière d'en parler. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à vos sources d'intérêt que vous pressentez à travers l'histoire égyptienne? J'y reviens, je suis désolé, mais pour moi ça me passionne. Attendez, que les choses soient claires, je ne connais rien à l'Égypte. Ah, mais vous disiez que je vous ai dit Black et Mortimer. Il semblait qu'il y ait des choses plus intéressantes que les pyramides. Non, c'était simplement... Mais bien sûr, il y a un tas de choses, mais je ne suis pas... Très bien, c'est votre réponse. Merci. D'autres questions? Non. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Madame Maluba? Non. Oui, il y a quelqu'un qui voudrait parler. Oui, pardon. Je voulais vous poser une question. Quelle est la place de la conscience dans cet espace physique? Enfin, de la matière ou... Quelle place vous donnez à la conscience? La conscience, c'est une invention moderne. C'est Locke, je crois, par là. C'est-à-dire 1700 et quelques. Bon, Descartes en parle déjà. Mais en tout cas, Descartes. En tout cas, la conscience dans ses rapports à la connaissance. Et que la conscience, ça n'existe pas chez les Grecs, je crois. Hein. Je me renseignerai d'ici la fois prochaine, mais je crois que ça n'a pas... Est-ce que vous considérez que la conscience, ou en tout cas, elle peut être une force motrice? C'est-à-dire que sans la conscience, ce moment n'existe pas, vous ne me parlez pas, il ne se passe rien. Oh non, moi je suis très matérialiste. Je parle, ça fait bouger ça fait vibrer etc. Ma conscience... n'a rien à voir dans tout ça. Mais bon, non, mais là je vous réponds par boutade parce que... mais je veux bien réfléchir pour la fois prochaine à l'irruption de la conscience dans les sciences. Ce n'est pas l'histoire de science sans conscience ni que ruine de l'âme. Je pensais à conscience, c'est la chose... Conscience la conscience, parce que c'est la chose la plus importante finalement qui nous habite. Sans cette conscience... Attendez, qu'est-ce que vous entendez par conscience? La bonne et la mauvaise? La conscience de soi. Ah, la conscience de soi, La conscience oui. de soi. Sans cette conscience de soi, rien n'arrive et rien n'est perceptible. Quand vous parliez de vide, j'ai tendance... Je parlais de quoi? Quand on parle de vide, oui. en tout cas d'espace, oui. ça me semble être assez proche. Parce qu'on peut parler de conscience, c'est-à-dire de quelque chose qui est agissant, et quelque chose qui est suffisamment important pour nous bouger, donc sans espace, sans vide, il ne se passe rien. La condition du mouvement, c'est qu'il existe aussi du vide. La condition du mouvement chez nous, c'est aussi la conscience, dans une certaine mesure, qui est une chose importante, mais qui est la chose la plus impalpable. Oui, mais là, je crois qu'on dévie. Je dois quand même parler de la matière en tant que physicienne. Je veux bien penser que l'invention de la conscience, en Angleterre, etc., self-consciousness, justement, ait eu des incidences sur la manière dont on raconte les choses, mais ça n'a... il n'a jamais été question que la physique explique la conscience. On donne la structure, on donne la constitution. Mais dans la mesure où l'invention de la conscience, concept philosophique, marque une étape dans l'évolution de la pensée occidentale, laquelle pensée occidentale, pendant ce temps-là, était avancée, ou je ne sais pas comment, en tout cas, travaillée, dans les mêmes esprits, Newton, Locke, etc., ça ne peut pas ne pas avoir eu des résonances. Mais en tout cas, il n'est absolument pas question de faire une physique de la conscience. Bon. La biologie de la conscience, ça existe, ça? Changeux.
Ah oui, alors Changeau, il s'est quand même pas mal fait avoir par Jacques-Alain Miller, qui lui a fait dire que le cerveau secrétait la pensée. Il a été obligé ensuite de reprendre les choses à zéro. C'est pas si... Ça prouve d'ailleurs que c'est pas si simple. Changeau n'est pas le dernier des imbéciles. Et si quelqu'un de très rusé lui a fait dire ce qu'il ne voulait pas dire, c'est que les choses sont pas si claires. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à vous tous d'être ici ce soir. J'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine.